Certains feignent la confiance et espèrent que cela fonctionne. Ils traversent la pièce le dos droit, le regard trop fixe et les mains toujours agitées. Ils essaient de contrôler le tremblement dans leur voix lorsqu'ils saluent, répètent des phrases apprises par cœur devant des inconnus et sourient avec une grimace étudiée. Ils espèrent que personne ne remarque la tension dans leurs épaules, la sueur froide sous la chemise. D'autres font des choses concrètes et leur présence pèse plus que n'importe quel mot. Ils arrivent et ne regardent pas tout le monde, mais tout le monde les regarde. Ils s'assoient lentement, consultent des documents, notent des chiffres, gardent le téléphone éteint. Quand ils parlent, c'est seulement ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin de plus de discours ni d'astuces de conversation. Il n'existe pas de liste de phrases magiques ni de raccourcis pour impressionner. Tu as besoin d'habitudes qui se voient, se ressentent et se respectent. Des habitudes comme arriver à l'heure, tenir parole, garder l'ordre dans ton espace. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, il s'agit d'avoir de la discipline dans ce que tu fais chaque jour. Le bureau dégagé, les vêtements sans plis, les courriels répondus avant midi. Parce que l'attrait réel n'est pas une question de chance ni de génétique, c'est le résultat des comportements que tu choisis et que tu maintiens. Reste jusqu'à la fin, car la dernière conduite est celle que tu auras le plus de mal à accepter. Habitude numéro 1. Prends soin de ta posture à tout moment. Maintenir une posture droite transmet de l'assurance et améliore la première impression. Cesse de négliger ta posture. Ne permets pas que le confort ou la fatigue dictent la manière dont tu te présentes. Reste droit même lorsque personne ne t'observe. La règle est simple. Ta posture est un message silencieux que tout le monde lit avant d'entendre un seul mot. Négliger ta posture a un coût immédiat et concret. Chaque fois que tu arrondis les épaules ou que tu t'affales sur ta chaise, tu envoies des signaux d'insécurité et de manque de contrôle. Peu importe si tu as de bonnes intentions ou un discours irréprochable, la première impression se forme en quelques secondes et la posture est le premier filtre. Si ton corps communique de la faiblesse ou du désintérêt, tu as déjà perdu des points avant même d'ouvrir la bouche. Le prix est réel. Moins de respect, moins d'attention et moins d'opportunités de connexion. Lors d'une réunion de travail, tu arrives et tu t'écroules sur la chaise. Le dossier grince sous ton poids et tes épaules s'affaissent vers l'avant. Personne ne t'interrompt, mais l'ambiance change. Ton supérieur détourne le regard. Les collègues t'ignorent lorsque tu proposes une idée. Ta voix se perd dans les murmures. La prise de décision se poursuit sans toi. Tes notes restent sans être examinées. Ta présence se dilue. À la fin, lorsque la réunion se termine, tu ne reçois qu'un regard d'approbation à peine perceptible. Ton opinion passe inaperçue. Lors d'un rendez-vous, ta posture voûtée transmet de la nervosité. Tu t'assieds au bord du siège, la tête baissée, les épaules refermées. L'autre le remarque, même s'il ne dit rien. La conversation devient superficielle, distante. La tension s'installe à la table. Le rendez-vous se termine plus tôt que prévu, sans promesse de se revoir. Le silence sur le chemin du retour est une conséquence tangible. À la salle de sport, tu t'entraînes avec le dos voûté. L'instructeur t'observe de loin, mais ne s'approche pas. Les autres te regardent du coin de l'œil, percevant ta fatigue avant même que tu ne soulèves un haltère. Tes répétitions sont moins efficaces. Ton énergie chute rapidement. Tu repars sans avoir réalisé aucun progrès visible, avec la sensation d'avoir perdu ton temps. Même lors d'un appel vidéo, tes épaules affaissées et ton regard baissé disent à l'autre que tu n'as pas confiance en toi. La caméra capte tout. Le menton collé à la poitrine, le dos enfoncé. Ton interlocuteur répond par des monosyllabes, regarde ailleurs, consulte son téléphone pendant que tu parles. La connexion se refroidit, la conversation s'épuise. Ce n'est pas invisible, cela se ressent. Le résultat te montre la vérité. Deuxième point. Habitude numéro 2. Maîtrise tes impulsions avant de réagir. Contrôler tes réponses émotionnelles évite les conflits et projette de la maturité. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent,
mais les opinions que nous avons à leur sujet. En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. La norme est simple, tu n'es pas attirant si tu es esclave de tes émotions. La réaction automatique est toujours le chemin le plus facile, mais aussi le plus coûteux. Lorsque tu réponds sans filtrer tes impulsions, tu remets le contrôle de ton image et de ton destin à des facteurs extérieurs. Le véritable attrait ne se définit pas par ton apparence, mais par la discipline avec laquelle tu choisis tes réponses. Si tu te laisses emporter par la colère, la frustration ou l'anxiété, tu perds le respect, l'autorité et la confiance. Maîtriser tes impulsions n'est pas de la répression, c'est de l'autocontrôle conscient. La maturité ne se mesure pas en années, mais dans la capacité à différencier ce que tu ressens de ce que tu fais. Pense-y lors d'une dispute sur WhatsApp. Quelqu'un te lance un commentaire provocateur. Tu ressens l'impulsion de répondre sur le même ton, d'attaquer ou de te défendre. Si tu le fais, la conversation s'envenime et tu te retrouves dans un conflit inutile qui use ta réputation et ton lien. Mais si tu respires, fais une pause et choisis de répondre avec mesure, tu projettes du contrôle et de la sécurité. Transporte ce scénario à un dîner de famille. Un parent lance une remarque sarcastique sur tes choix personnels devant tout le monde. Tu sens la chaleur sur ton visage, les mains tendues, la mâchoire crispée. Si tu réponds par le sarcasme ou l'agressivité, l'ambiance devient tendue. Les couverts restent suspendus, les regards s'évitent, la conversation s'éteint. Les plus jeunes observent, les aînés murmurent. La soirée devient inconfortable et ton image reste marquée par ta réaction. Au travail, lorsque tu reçois une critique injuste, ta réaction immédiate pourrait être de te justifier ou d'élever la voix. Si tu le fais, tu ne fais que valider le jugement des autres selon lequel tu es immature. Si tu contrôles ta réponse et réponds avec des arguments fermes mais calmes, tu gagnes du respect. Les collègues commencent à te voir comme quelqu'un de fiable, capable de supporter la pression sans s'effondrer. Le chef prend note. La prochaine fois qu'une opportunité de leadership se présente, ton nom apparaît dans la conversation. En couple, le contrôle des impulsions détermine la solidité de la relation. Une dispute mineure dans la cuisine peut s'envenimer à cause d'un mot lancé sans filtre. Le silence qui suit est lourd. Quelques jours plus tard, la confiance est fissurée, les conversations deviennent superficielles, les regards se dérobent. Ou bien, tu choisis un silence momentané, tu prends 1 minute, puis tu parles avec calme. La tension retombe, la conversation mûrit, la relation survit. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Ce n'est que le début. Habitude 3. Parle moins, écoute davantage. Prioriser l'écoute active te rend plus intéressant et crée une connexion authentique. Il y a une chose que tu dois accepter. La plupart des gens parlent pour impressionner, mais peu écoutent pour comprendre. La règle est simple. Celui qui écoute vraiment se distingue. L'erreur courante, c'est de croire que pour plaire ou être remarqué, il faut parler davantage, combler les silences ou montrer ce que l'on sait. Mais plus tu parles sans écouter, moins tu deviens intéressant. Personne ne veut d'un monologue déguisé en conversation. Si tu ne fais qu'attendre ton tour pour parler, les gens le remarquent et se détournent de toi. L'alternative, c'est de corriger. Écouter activement, poser des questions, laisser de la place à l'autre. Cela te distingue des autres et crée une connexion réelle, pas seulement une interaction superficielle. Lors d'une réunion de travail, tout le monde rivalise pour donner son avis. L'atmosphère est lourde, les voix se chevauchent, les gestes se tendent. Toi, tu choisis de te taire et de prêter attention aux détails que les autres négligent. L'expression d'agacement de la directrice quand quelqu'un l'interrompt, le silence gênant après une proposition peu populaire, le regard furtif de complicité entre deux collègues. Quand tu prends enfin la parole, ton intervention est précise. Elle touche ce qui préoccupe vraiment le groupe et dissipe la confusion ambiante. Les personnes présentes se tournent vers toi, certains acquiescent en silence, d'autres notent ce que tu dis. Tu n'as pas beaucoup parlé, mais ton impact est visible. À la fin de la réunion,
Un collègue vient te demander ton avis en privé. Un autre t'inclut dans un courriel où l'on ne te considérait pas auparavant. L'effet de l'écoute se matérialise en accès et en respect. Dans une conversation sur WhatsApp, au lieu de répondre aussitôt avec ta propre anecdote, tu poses une question sur ce que l'autre a mentionné. Tu remarques que la conversation prend une toute autre tournure. L'autre personne s'étend, te confie des détails qu'elle n'avait jamais partagés. Tu commences à voir qu'on te cherche pour parler de sujets importants, voire personnels. Les réponses s'allongent, les messages te parviennent en premier, avant d'aller au groupe. Tu es perçu comme quelqu'un qui sait garder un secret et écouter sans juger. Ou lors d'un rendez-vous, au lieu de réciter tes réussites, tu écoutes ce que l'autre dit de sa journée. Tu observes ses épaules qui se détendent, sa méfiance qui tombe. Elle te raconte un problème au travail, plaisante sur un collègue difficile, détaille sa routine du matin. Tu prends mentalement note d'une passion qu'elle évoque en passant. La fois suivante, tu lui en parles. La réaction est immédiate. Un sourire, un regard différent, une invitation à poursuivre la conversation. Cela fait toute la différence. Les gens se souviennent de la façon dont tu les as fait se sentir écoutés. Le résultat te montre la vérité. Les opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent, les personnes viennent vers toi car elles trouvent en toi quelque chose qui manque chez les autres. Une attention sincère. Dans la prochaine leçon, tu vas découvrir comment soigner ta présence physique, renforce cet effet et construit le respect. Habitude numéro 4. Maintiens une routine de soins personnels constante. Prendre soin de ton hygiène, de ta tenue et de ton énergie physique élève visiblement ton attrait. Cesse de te mentir. Personne ne respecte celui qui néglige sa présence. Il ne sert à rien de te justifier par manque de temps, d'argent ou d'envie. La négligence personnelle n'est pas invisible. Elle se voit. Et elle pèse plus lourd que tu n'oses l'admettre. Le principe est simple. La cohérence entre ce que tu projettes et ce que tu fais commence par tes soins de base. Si tu négliges ton hygiène, tes vêtements ou ta condition physique, le message est clair. Tu dis, sans un mot, que tu ne te valorises pas assez pour mettre de l'ordre dans l'essentiel. Cela n'affecte pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi celle dont tu te vois toi-même. Et la perception devient réalité. Moins de respect, moins d'intérêt, moins d'opportunités. Personne ne veut investir du temps ou de l'énergie dans quelqu'un qui ne s'impose même pas le minimum. Pense à un rendez-vous, une réunion de travail ou un simple appel vidéo. Tu arrives avec une chemise froissée, une barbe de plusieurs jours ou une haleine de café rance. Tu crois pouvoir compenser par ton charisme ou ton intelligence, mais l'impression est déjà faite. Tu transmets du désordre, un manque de contrôle, peu de discipline. L'attrait n'est pas seulement physique, c'est la conséquence de ton discernement et de ton habitude. Quand tu prends soin de toi, tu projettes du respect, du contrôle et de l'attention aux détails. Cela attire. Quand tu ne le fais pas, la conséquence est visible. Tu deviens insignifiant pour ceux qui font des efforts. Personne ne te le dira en face, mais on t'écartera. C'est aussi simple que cela. Et il y a plus. Tu deviens l'exemple gênant dans n'importe quel environnement. Au bureau, tu es celui qui évite l'ascenseur, de peur des remarques sur l'odeur. En réunion, tu es celui qui reçoit des regards furtifs vers la tache sur le pantalon ou la saleté sous les ongles. Au restaurant, tu es celui qui s'excuse pour l'état de ses chaussures, usées et poussiéreuses. Tu ne reçois pas d'invitation aux événements importants. On ne te sollicite pas pour de nouveaux projets. Les opportunités disparaissent sans bruit. Le téléphone cesse de sonner. Les messages restent sans réponse. Les conversations deviennent brèves, impersonnelles. Même dans le quotidien, la négligence s'accumule et devient une partie de ton identité. Le miroir renvoie une image fatiguée, peau terne, regard éteint, posture voûtée. Le corps est lourd, les vêtements gênent, le moral s'éteint. L'entourage réagit, porte close, regard fuyant, distance qui n'existait pas avant. Il n'y a pas de mystère. La conséquence de la négligence, c'est l'isolement progressif et l'insignifiance. Il ne s'agit pas de perfection, mais de respect de l'essentiel.
et le monde te le fait payer sans prévenir. Habitude 5. Prends des décisions rapidement et prends des risques. Montrer de la détermination et ne pas hésiter te positionne comme quelqu'un digne d'être suivi. Tu es dans une réunion et une question clé surgit. Il y a un silence. Tout le monde regarde autour de soi, attendant que quelqu'un prenne une décision. Tu hésites, tu regardes ton téléphone, tu réfléchis à toutes les options possibles et tu restes silencieux. Quelqu'un d'autre intervient, prend la parole, choisit une direction et tout le monde le suit sans discuter. La conversation s'articule autour de cette décision. À la fin de la séance, celui qui a parlé reçoit un signe d'approbation du chef, un regard, un hochement de tête, une mention dans le courriel de suivi. Tu passes inaperçu. En sortant de la salle, personne ne vient vers toi pour commenter l'action. Tu n'es qu'une présence de plus en arrière-plan. La règle est simple. Décide vite, prends le risque et montre ta détermination. Quand tu hésites, tu laisses place au doute et à l'insécurité. L'indécision est contagieuse. Si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Mettre de l'ordre dans ton esprit et agir sans vaciller te rend visible, digne de confiance et désirable dans n'importe quel environnement. Personne ne suit celui qui attend toujours des instructions ou qui cherche l'approbation. L'attrait n'est pas seulement physique ni verbal, c'est avant tout une question de caractère et de décision. Celui qui se montre résolu, même s'il se trompe, donne le rythme et gagne le respect. Celui qui attend devient invisible. Au travail, cela signifie que lorsqu'un problème inattendu surgit, c'est toi qui proposes une solution concrète au lieu de demander du temps pour y réfléchir. Pendant que les autres regardent leurs notes et échangent des regards gênés, tu proposes « On règle cela ainsi » et tu dictes un plan. Si le résultat n'est pas parfait, tu assumes la responsabilité. Si cela fonctionne, la reconnaissance est immédiate. Les messages privés, les félicitations publiques, l'invitation à participer à de futurs projets, la réputation se construit aux yeux de tous. Sur WhatsApp, tu réponds avec clarté et sans détour. Tu ne remplis pas la discussion de doutes ou d'excuses. Quand un groupe s'enlise à choisir un restaurant ou une date, tu écris « On va ici, à 20h ». Personne ne conteste. La conversation avance. Le groupe compte sur toi pour débloquer les situations. Les indécis attendent ton message. En couple, tu choisis un plan et tu assumes le résultat, sans rejeter la faute si tout n'est pas parfait. Tu prends l'initiative, tu réserves la table, tu choisis le film, tu proposes le voyage. S'il y a un imprévu, tu ne t'excuses pas. L'ambiance change, moins de discussions, plus d'action. L'autre te regarde différemment, la dynamique se transforme. À la salle de sport, tu n'hésites pas à essayer une nouvelle routine sans passer des semaines à étudier des théories. Tu prends une barre, tu tentes un exercice, tu corriges en cours de route. Les autres t'observent, certains te demandent conseil. L'entraîneur t'appelle par ton prénom. Le schéma est le même, ceux qui décident, dirigent. Ceux qui doutent, suivent. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Ce n'est que le commencement. Habitude 6. Apprends à dire non sans donner d'explication. Poser des limites claires, même si cela met mal à l'aise, augmente le respect et ta valeur perçue. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Dire non sans te justifier n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers toi-même. Cela paraît anodin, mais c'est l'une des distinctions les plus claires entre quelqu'un qui a du discernement et quelqu'un qui vit pour plaire. Le principe est simple, celui qui ne pose pas de limites finit par devenir invisible. Celui qui ne sait pas dire non finit par être l'ombre des attentes des autres. La plupart des gens pensent qu'expliquer chaque refus est un signe de politesse ou d'empathie. Ce n'est pas le cas. C'est la peur du conflit déguisée en courtoisie. Le résultat est dévastateur. Tu deviens une cible facile. Celui qui ne dérange jamais n'est jamais respecté. Ne pas poser de limites claires ne te rend pas plus aimé. Cela te rend simplement remplaçable. Chaque fois que tu justifies ton non, tu remets le contrôle de ton temps et de ta valeur aux autres. Et eux, même s'ils ne le disent pas, le remarquent.
Il respecte moins celui qui se justifie toujours et cède davantage devant celui qui trace sa frontière sans trembler. Au travail, ton supérieur te demande de rester plus longtemps. Tu n'en as pas envie, mais au lieu de dire non, tu inventes une excuse. À la fin de cette vidéo, tu comprendras comment construire un esprit fort et résilient, capable d'imposer le respect et de transmettre le calme en toute situation. Nous allons parcourir les 13 points clés inspirés par la philosophie stoïcienne, conçue pour transformer ta discipline, ton autodiscipline et ta manière d'affronter l'adversité. Savais-tu que, selon des études récentes de l'université de Harvard, les personnes ayant une plus grande résilience mentale non seulement supportent mieux le stress, mais inspirent aussi davantage de confiance et de respect dans leur entourage? Il ne s'agit pas de génétique ni de chance, c'est une question d'habitude et de perspective. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment forger cette force intérieure qui distingue ceux qui restent solides lorsque tout vacille autour d'eux. Chaque point est pensé pour que tu passes du simple désir d'être fort à l'incarnation réelle de cette présence inébranlable qui ne se laisse pas emporter par le chaos, la critique ou les émotions passagères. La dernière clé va te surprendre, car c'est celle que le moins de personnes pratiquent et pourtant, elle peut complètement transformer la façon dont les autres te perçoivent, et surtout la façon dont tu te perçois toi-même. Peu importe si, en ce moment, tu as l'impression de manquer de contrôle, d'être facilement affecté par les commentaires ou de perdre ton calme dans des moments critiques. Ces 13 points ne sont pas de la théorie abstraite. Ce sont des pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à remarquer de vrais changements dans ta vie quotidienne. Chacun de ces principes est soutenu par des siècles de sagesse stoïcienne et par des preuves actuelles en psychologie. Si tu recherches le respect, la sécurité et la maîtrise de soi, c'est le chemin à suivre. Commençons. Point 1. Pratiquer la discipline au quotidien même lorsque personne ne regarde. Veux-tu savoir pourquoi tu es toujours le même qu'il y a un an? Parce que ta discipline dépend du regard des autres. Tu es un champion quand il y a des témoins, mais tu deviens un fantôme dès que la caméra s'éteint. Tu te parles d'objectifs, mais tu abandonnes dès qu'il n'y a plus d'applaudissements. Et le pire, tu crois que personne ne s'en rend compte. Mais la médiocrité se voit, même si tu la caches derrière des discours sur la motivation et l'envie. Les personnes qui imposent le respect ne le font pas parce qu'elles montrent, mais parce qu'elles accomplissent lorsque personne ne les observe. Chaque matin où tu cèdes au téléphone, chaque promesse rompue parce qu'il n'y a pas d'urgence, s'ajoute. Ne te mens pas. La discipline n'est pas une posture, c'est un muscle. Et le tien est atrophié par tes justifications. Tu veux de la présence, mais tu ne supportes pas le silence inconfortable d'être ton propre juge. Tu préfères la validation à la solitude de l'effort invisible. Alors continue de te mentir. Dis que tu commenceras demain, qu'aujourd'hui était une mauvaise journée, que personne ne remarque rien. Mais le regard fatigué dans le miroir connaît la vérité. Le respect ne s'exige pas, il s'entraîne. Et il commence quand il n'y a personne pour t'applaudir. Deuxième point. Choisir des réponses rationnelles face à la provocation. La véritable force mentale se mesure dans les moments où quelqu'un essaie de te faire perdre ton centre. La provocation peut prendre de nombreuses formes. Des commentaires sarcastiques, des attaques personnelles, des regards défiants ou de simples gestes de mépris. À cet instant, la réaction automatique est souvent viscérale. Le pouls s'accélère, la mâchoire se contracte, des mots acérés cherchent à jaillir. Mais c'est précisément là que se forge un esprit résilient et digne de respect, dans la capacité à choisir sa réponse au lieu de se laisser emporter par l'impulsion. Répondre de manière rationnelle ne signifie pas réprimer l'émotion, ni feindre l'indifférence. Cela signifie reconnaître la première impulsion, l'observer avec froideur, puis décider comment agir. Ce n'est pas facile. Cela exige un entraînement quotidien, une attention constante et un engagement inébranlable envers tes propres principes.
Par exemple, imagine qu'au cours d'une réunion de travail, quelqu'un t'interrompt de façon méprisante et remet en question ta compétence devant l'équipe. L'impulsion immédiate pourrait être de répliquer par un commentaire tout aussi blessant, ou simplement de fermer le poing et de garder le silence, sentant la colère te consumer de l'intérieur. Cependant, un esprit fort prend du recul, analyse la situation et cherche la racine de la provocation. Y a-t-il de l'insécurité chez l'autre personne? Est-ce une tentative de gagner du pouvoir à tes dépens? Ou simplement une mauvaise journée qui se répercute sur l'entourage? En comprenant cela, tu peux dissocier ton identité de l'offense. Tu n'es pas l'insulte que tu reçois, tu n'es pas l'opinion fugace de quelqu'un d'autre. Tu es celui qui décide comment répondre. Dans ce même scénario, tu pourrais regarder ton interlocuteur avec sérénité et répondre « Je te remercie pour ton avis, mais je préfère terminer mon point avant d'en débattre. » Il n'y a ni agressivité ni soumission, seulement de la clarté. Cette clarté impose le respect, car tu ne cèdes ni le contrôle de tes émotions ni ta dignité. Le provocateur se retrouve désarmé face à une réponse qui ne nourrit pas le conflit. Cette façon d'agir a un effet domino. Premièrement, elle renforce ta perception de toi-même. Tu te vois comme quelqu'un capable de se maîtriser, et cela élève ton estime de soi. Deuxièmement, elle modifie l'environnement. Les gens constatent qu'avec toi, les jeux de pouvoir et les offenses gratuites ne fonctionnent pas. Troisièmement, elle te permet de conserver ton énergie mentale pour l'essentiel, au lieu de la gaspiller dans des batailles inutiles. L'autocontrôle n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Choisir des réponses rationnelles face à la provocation est une déclaration silencieuse de puissance. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ta tempérance parle plus fort que n'importe quelle réponse impulsive. Ainsi, à chaque interaction, ta présence transmet calme et respect, car tu sais que rien ni personne ne peut t'enlever la maîtrise de toi-même. Point 3. Contrôler le langage corporel. Calme, posture ferme, regard serein. As-tu déjà remarqué comment l'énergie d'une pièce change lorsque quelqu'un entre avec une posture assurée et une expression tranquille? Le corps transmet des messages avant même que tu n'ouvres la bouche. Lorsque tu gardes le dos droit, les épaules détendues et le regard ferme mais serein, ceux qui t'entourent le remarquent. Ce type de présence n'impose pas seulement le respect, il irradie aussi un calme qui se propage. Peut-être as-tu déjà ressenti ce tremblement dans les mains avant de parler en public, ou la tension sur ton visage quand la situation devient difficile. Cela peut arriver à n'importe qui. L'important, c'est de se rappeler que le contrôle du corps commence par la conscience. Demande-toi, qu'est-ce que ma posture dit en ce moment? Est-ce que je projette la confiance que je souhaite transmettre? Imagine que tu arrives à une réunion importante et au lieu de cacher les mains dans les poches ou de baisser la tête, tu choisis de t'asseoir droit, de respirer profondément et de regarder les personnes avec sérénité. Tu n'as pas besoin de forcer un sourire ni de paraître dur. Il suffit d'être présent, tranquille, avec une respiration posée. Ce petit ajustement peut changer complètement la perception que les autres ont de toi, mais aussi celle que tu as de toi-même. Le langage corporel est un outil puissant pour t'ancrer dans le présent. Quand tu te concentres sur le maintien du calme physique, ton esprit a tendance à suivre le même chemin. C'est un cercle vertueux. Le corps soutient l'esprit et l'esprit renforce le corps. Souviens-toi d'un moment où tu as réussi à garder ton calme malgré la pression. Comment t'es-tu senti après? Quel impact cela a-t-il eu sur les autres? Cela vaut la peine de réfléchir. Est-ce que je laisse mes émotions contrôler mon corps ou puis-je prendre quelques secondes pour ajuster ma posture et respirer? La prochaine fois que tu sens que la situation te dépasse, arrête-toi un instant. Respire, redresse le dos, détends les épaules, regarde droit devant toi avec sérénité. Il ne s'agit pas de donner l'impression d'être parfait, mais de montrer que tu es maître de toi, même si tu doutes à l'intérieur. Ce calme se voit, et avec le temps, il fait partie de toi. Es-tu prêt à essayer la prochaine fois? Point numéro 4. Identifier et remettre en question les pensées automatiques négatives.
Il y a un moment où tout s'assombrit à l'intérieur. Une idée surgit, presque imperceptible, qui vise directement ta confiance. Je ne suis pas à la hauteur. Ça va mal se passer. J'échoue toujours. Personne ne te prévient. Elle apparaît seule, dans le silence de ton esprit, et commence à dicter le reste de ta journée. T'es-tu déjà demandé d'où vient cette voix? Pourquoi lui donnes-tu autant de pouvoir? La première étape, c'est de l'observer. Ne pas lutter, ne pas nier, juste regarder cette pensée en face, comme on regarde une ombre traverser la pièce. Est-ce vrai ce qu'elle te dit? De quelles preuves réelles disposes-tu pour la croire? Bien souvent, l'esprit répète des histoires apprises, pas des vérités. Si tu acceptes ce récit sans le remettre en question, tu deviens l'acteur d'un scénario que tu n'as pas écrit. Remettre en question la pensée automatique, c'est une interruption. Il ne s'agit pas de se battre avec son esprit, mais de l'interroger. Quelle autre explication existe? Comment quelqu'un qui te respecte verrait-il cette situation? Te parlerais-tu de la même façon si tu étais ton meilleur ami? C'est inconfortable, mais c'est nécessaire. La force mentale ne consiste pas à nier l'existence des pensées négatives, mais à les affronter, sans avoir peur de l'inconfort qu'elles apportent. Imagine que chaque fois que cette voix surgit, tu as la possibilité de la mettre en pause, comme si tu baissais le volume d'une radio. Tu peux alors décider. Veux-tu continuer à écouter cette fréquence ou changer de station? Un esprit fort n'est pas celui qui ne doute jamais, mais celui qui sait quand il ne faut pas prêter attention. Ici, la question reste ouverte. Es-tu celui qui pense ou seulement celui qui écoute? Vas-tu accepter chaque pensée comme un ordre ou vas-tu questionner ce que tu mérites vraiment de croire? La réponse n'arrive pas immédiatement. Mais chaque fois que tu remets en question une pensée négative, ta présence devient plus solide. Et les autres le remarquent, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. 5e point. Appliquer l'indifférence face au jugement d'autrui. Face au regard des autres, la réaction la plus courante est d'ajuster son comportement, de chercher l'approbation ou de se replier sur soi-même. Pourtant, l'indifférence au jugement d'autrui est la base d'un esprit qui ne se laisse pas plier. Celui qui demeure inébranlable face à l'opinion extérieure dégage une présence solide, imperméable à la manipulation. La critique, la moquerie ou même l'éloge sont perçus comme des données sans réelle importance. L'émotion ne vacille pas, l'attitude ne change pas. Cela engendre 2 conséquences immédiates. Premièrement, l'énergie mentale est préservée. Il n'y a pas d'épuisement à imaginer des scénarios ni à se défendre contre des attaques imaginaires. Deuxièmement, la perception des autres change. La personne qui ne réagit pas à la pression sociale est perçue comme quelqu'un de difficile à influencer, quelqu'un qui impose naturellement le respect. L'indifférence n'est ni arrogance ni mépris, mais maîtrise de soi. Elle n'implique pas d'ignorer autrui, mais de distinguer ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. L'opinion extérieure appartient aux autres, la réponse à toi seul. Ainsi, on élimine l'anxiété de plaire et le besoin d'appartenance forcée. Dans des environnements tendus, cette attitude désarme ceux qui cherchent à provoquer ou à contrôler. En l'absence de réaction, le jeu de pouvoir s'effondre. Le calme devient le message le plus puissant. Le respect naît de l'autocontrôle visible, non de la quête de validation. Rester indifférent au jugement d'autrui est une pratique quotidienne. Chaque fois qu'une critique survient, l'occasion se présente de renforcer ce muscle. Le résultat est un esprit blindé, prêt à affronter n'importe quel environnement, capable de conserver le calme et le respect de soi, peu importe ce que disent les autres. Point 6. Affronter l'inconfort comme une opportunité de croissance. L'inconfort est un signal, non un obstacle définitif. Il apparaît lorsque quelque chose défie nos limites, lorsque la routine est brisée, lorsque l'environnement n'est plus prévisible. La plupart cherchent à l'éviter, construisant autour d'eux des zones de confort. Mais cet élan d'évasion est précisément ce qui freine la croissance personnelle.
Le développement d'un esprit fort exige de s'exposer de manière délibérée à des situations qui dérangent, qui mettent à l'épreuve la patience, la capacité d'adaptation et la tempérance. Imagine le moment où tu dois prendre la parole en public pour la première fois. Le pouls s'accélère, la voix tremble, chaque regard semble un jugement. La réaction instinctive est de se retirer, de chercher une excuse, d'éviter la scène. Pourtant, chaque seconde passée dans cet inconfort est une opportunité. Le corps apprend à réguler l'anxiété, l'esprit à distinguer la critique constructive du bruit, la volonté à se maintenir sous pression. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance pour elle-même, mais de comprendre que le malaise est le seuil d'une nouvelle compétence, une force qui ne se forge que dans la friction. Le processus est graduel. Au début, l'inconfort paraît insupportable. Avec le temps, il devient un terrain familier. Celui qui s'expose à l'adversité de manière contrôlée développe des ressources intérieures, tolérance à la frustration, clarté sous la tension, capacité à prendre des décisions sans céder à l'impulsion. Chaque rencontre avec l'inconfort est un entraînement silencieux, un investissement dans la solidité mentale qui se manifeste ensuite par la présence, par la capacité d'imposer le respect sans avoir besoin de mots. Prenons un autre exemple, recevoir des critiques directes sur sa propre performance. Le premier réflexe est la défense, la justification, voire le déni. Mais si l'on accepte l'inconfort, si l'on écoute sans interrompre, il devient possible de voir ses propres angles morts, d'identifier des schémas de comportement qui passaient auparavant inaperçus. La véritable croissance ne se produit pas dans les applaudissements, mais dans la friction avec la réalité, dans la capacité de supporter l'inconfort sans perdre son centre. Affronter l'inconfort exige de l'honnêteté. Cela implique de reconnaître ses propres limites et d'accepter que le progrès n'est pas linéaire. Il y a des reculs, des erreurs, des moments de doute. Mais chaque fois que l'on choisit la voie difficile, la détermination se renforce. Cela ne signifie pas rechercher le conflit de manière téméraire, mais être prêt à rester lorsque la plupart se retirent, à écouter quand d'autres se ferment, à agir quand d'autres hésitent. L'inconfort, alors, cesse d'être un ennemi pour devenir un allié silencieux. Il est le filtre qui sépare l'intention de l'action, la théorie de la pratique. Chaque situation inconfortable surmontée est une pièce de plus dans la construction d'un esprit imperturbable. Ainsi, la présence qui impose le respect n'est pas le fruit du hasard, mais celui de l'habitude de croître dans l'inconfort, de transformer chaque défi en une marche vers la véritable résilience. 7e point, limiter l'exposition aux stimuli inutiles. T'es-tu déjà rendu compte du nombre de stimuli qui traversent ton esprit chaque jour? Notifications, messages, bruits, images, opinions que tu n'as pas demandées, informations constantes qui n'apportent rien, qui ne fait qu'occuper de l'espace. Il est facile de se sentir saturé, comme si ton attention était une ressource infinie que n'importe qui pouvait prendre. Mais ce n'est pas le cas. L'esprit a besoin d'espace pour respirer, pour réfléchir, pour décider avec clarté. Quand tu le remplis de choses qui ne t'apportent rien, c'est comme essayer d'écouter le bruit de l'eau d'une rivière pendant que quelqu'un bat du tambour à côté de toi. Limiter l'exposition aux stimuli inutiles, ce n'est pas seulement éteindre son téléphone ou éviter les réseaux sociaux un instant. C'est un acte de respect envers ton propre esprit. C'est te demander, avant d'ouvrir une application ou d'entrer dans une conversation, est-ce que cela m'aide vraiment à devenir la personne que je veux être, ou est-ce que cela me distrait simplement de l'essentiel ? La force mentale se construit dans ces moments où tu choisis ce que tu laisses entrer et ce que tu refuses. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux décider à quoi tu accordes ton attention. Peut-être qu'à un moment donné, tu as eu l'impression de perdre le contrôle, que ton énergie se dispersait dans trop de choses à la fois. Et en effet, lorsque tu vis exposé à 1000 stimuli, il est presque impossible d'être présent, de te sentir en paix ou de répondre avec calme.
N'as-tu jamais remarqué qu'après une journée pleine d'interruptions, tu as même du mal à te rappeler à quoi tu étais en train de penser? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'effet d'un environnement saturé. Et le reconnaître est la première étape pour le changer. Et si aujourd'hui tu choisissais seulement 3 choses qui comptent vraiment? Et si tu t'accordais la permission d'ignorer ce qui ne te nourrit pas? Imagine comment ton esprit se sentirait si tu arrêtais de porter des conversations vides, des nouvelles qui ne font qu'engendrer de l'anxiété, des tâches qui ne te rapprochent de rien de significatif. La résilience et la présence ne naissent pas du bruit, elles naissent du silence et de l'intention. Quels stimuli pourrais-tu éliminer aujourd'hui pour donner plus de force à ton esprit? Que se passerait-il si tu te donnais l'opportunité de protéger ton attention comme la ressource précieuse qu'elle est? La décision est entre tes mains. Et elle peut changer la façon dont tu fais face à chaque situation, avec respect et calme. Point numéro 8. Cultiver le silence et éviter les réponses impulsives. Les gens parlent parce qu'ils ont peur du vide. Ils remplissent l'air d'opinions, d'excuses, de justifications. Ils se croient intelligents parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire, comme si l'urgence de répondre était le signe d'une force mentale. Mais la vérité est tout autre. Celui qui ne sait pas se taire ne sait pas non plus penser. Une bouche anxieuse révèle un esprit faible, esclave de ses impulsions, incapable de résister à la pression d'une seconde supplémentaire avant de lâcher la première stupidité qui lui vient à l'esprit. Tu veux t'imposer le respect? Fais l'inverse. Tais-toi. Laisse le silence peser. Observe comment les autres deviennent mal à l'aise, comment ils cherchent ton approbation, comment ils s'agitent pour remplir cet espace que tu maîtrises. Le silence n'est pas un vide, c'est un pouvoir. Celui qui ne répond pas immédiatement démontre de l'autocontrôle. Et c'est cela qui intimide vraiment. Parce que l'impulsivité ne vaut rien, tout le monde peut la donner. Supporter le silence, mâcher sa réponse, laisser l'émotion retomber avant de parler, cela, c'est pour ceux qui ont la maîtrise de soi. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de répondre, tais-toi. Pas par peur, mais par stratégie. Laisse l'autre s'épuiser, qu'il révèle plus qu'il ne le voulait. Celui qui domine le silence contrôle la conversation. Celui qui répond sans réfléchir n'est qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Décide si tu veux être celui qui fait avancer les pièces ou celui qui ne fait que réagir. Parce que la différence entre le respect et la pitié, bien souvent, c'est de savoir quand fermer sa bouche. Point 9. Reposer l'esprit grâce à la méditation stoïcienne. Dans le bruit constant du monde, l'esprit se fatigue. Nous cherchons de la force, mais nous oublions que le repos est la base sur laquelle se construit la résilience. La méditation, pratiquée dans le silence, est l'art de revenir au présent, de mettre de côté les préoccupations que nous ne contrôlons pas et de regarder en face ce qui est ici, maintenant. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans ton propre royaume. Ce royaume t'appartient, mais seulement si tu le réclames. » Beaucoup confondent repos et évasion. Le véritable repos mental n'est pas de fuir, c'est d'observer les pensées sans s'y identifier. S'asseoir dans le calme, ne serait-ce que quelques minutes, est un acte de courage. Il n'est pas facile de regarder le tourbillon d'idées, de préoccupations et de jugements qui traversent l'esprit. Mais en le faisant, on affaiblit leur pouvoir. Dans cet espace bref d'observation consciente se trouve la force qui ne dépend de rien d'extérieur. La pratique quotidienne de cette méditation ne requiert ni encens ni rituel complexe. Il suffit de trouver un endroit, de fermer les yeux et de suivre le flux de la respiration. Laissez chaque inspiration et expiration nettoyer le bruit accumulé. Si une préoccupation surgit, la regarder passer comme un nuage. Si une émotion intense apparaît, la reconnaître et la laisser partir. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, mais de mettre de l'ordre dans le désordre, de lui offrir un refuge où il peut retrouver son énergie. Avec le temps, cet exercice transforme la réaction en réponse. Face à la provocation, il n'y a pas d'explosion,
mais une pause. Face au chaos, il n'y a pas d'anxiété, mais de la clarté. L'esprit reposé n'est pas paresseux, il est aiguisé. Il sait discerner l'important du trivial et agit avec fermeté, sans se laisser remporter par des impulsions passagères. Dans la vie quotidienne, la différence est palpable. Celui qui a appris à reposer son esprit impose le respect sans élever la voix. Son calme est contagieux, sa présence est une ancre au milieu de la tempête. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit, mais de l'affronter avec une sérénité inébranlable. La méditation est la forge invisible où se trempe ce caractère. Reposer l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour celui qui aspire à être maître de lui-même. Fais de la méditation une habitude aussi naturelle que respirer. Ainsi, lorsque viendra le moment d'agir, ton esprit sera ton allié, non ton ennemi. Comme le rappelait Marc Aurèle, le bon ordre de l'esprit est le véritable pouvoir. 10e point, visualiser le pire scénario et l'accepter sans crainte. Un esprit fort ne se construit pas en ignorant la possibilité de l'échec, mais en l'affrontant directement. L'exercice de visualiser le pire scénario possible est un outil inconfortable, mais puissant. Il consiste à imaginer dans les moindres détails ce qui se passerait si tout tournait mal. Si tu perds ton emploi, si une relation importante prend fin, si ta santé se fragilise, si tu fais face à la ruine ou à la solitude. Il ne s'agit pas de s'obséder avec la catastrophe, mais de la regarder en face, sans fioriture ni euphémisme. Pense à une situation qui t'inquiète en ce moment. Pousse-la à l'extrême. Quelle serait l'issue la plus redoutée? Par exemple, tu as peur de parler en public parce que tu crains de te ridiculiser. Emmène cette peur jusqu'au bout. Imagine que tu oublies ce que tu allais dire, le public rit, tu te sens exposé et humilié. Que se passe-t-il ensuite? Tu ressens de la honte, peut-être de la culpabilité. Et après? La journée continue, la vie suit son cours. Combien de temps ce malaise durera-t-il? Quelles conséquences réelles cela aura-t-il dans un mois, dans un an? Dans la plupart des cas, le pire scénario est supportable, même si ton esprit prétend le contraire. Cet exercice a deux effets. Le premier, il réduit le pouvoir paralysant de la peur. Lorsque tu nommes et explores ce que tu crains le plus, tu lui retires une partie de sa force. Le second, il te prépare mentalement à agir avec clarté si les choses tournent vraiment mal. Tu n'es plus surpris par le choc, car tu l'as anticipé. Tu l'as déjà vécu dans ton esprit. Cela te permet de garder ton calme, même au milieu du chaos. Accepter le pire scénario ne signifie pas s'y résigner. Cela signifie reconnaître que, même s'il se produit, tu as la capacité de le supporter et de te reconstruire. Imagine que tu perds ton travail. La peur initiale peut être accablante, mais si tu explores cette possibilité, tu commences à voir des options. Chercher un autre emploi, réduire tes dépenses, acquérir de nouvelles compétences. Ce qui semblait être un abîme devient un terrain difficile, mais praticable. La peur de l'échec est souvent bien pire que l'échec lui-même. Lorsque tu t'entraînes à visualiser l'adversité et à l'accepter, tu deviens imperturbable. Tu ne réagis plus avec panique face à la menace. Tu ne plies pas et tu ne restes pas paralysé. Ta présence transmet du calme parce que tu ne fuis pas la difficulté. Tu l'as regardée dans les yeux et tu restes debout. Fais de cet exercice une pratique régulière. Pas seulement lorsque tu es anxieux, mais aussi dans les moments de calme. Prends une feuille, écris le pire dénouement possible de ce qui t'inquiète. Détaille-le. Ensuite, écris comment tu pourrais réagir, quelles ressources tu possèdes, quel soutien tu pourrais solliciter. Tu verras que la plupart des scénarios redoutés ne sont pas mortels, seulement inconfortables ou exigeants. C'est ainsi qu'on forge un esprit résilient, en affrontant l'inconfort, en anticipant l'adversité et en acceptant que, quoi qu'il arrive, tu as la capacité de résister et de t'adapter. Lorsque tu acceptes le pire scénario, tu cesses d'être l'otage de la peur, et cette liberté se perçoit, se ressent, s'impose.
Point 11. Remplacer la plainte par l'action résolue, cesse de débattre sur ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. Marc Aurèle a écrit cela il y a près de 2000 ans, et, pourtant, la tentation de se plaindre reste intacte. La plainte est un refuge confortable, mais c'est aussi une prison invisible. Lorsque tu choisis la plainte, tu te dis à toi-même que le pouvoir est dehors, entre les mains des autres, dans les circonstances, dans le hasard. Tu deviens spectateur de ta propre vie, comme si le monde te devait une explication ou des excuses. Mais la réalité, c'est que rien ne change tant que tu parles. Tout se transforme lorsque tu agis. L'esprit fort ne discute pas avec le destin, il le défie. Il y a une différence radicale entre pointer ce qui ne fonctionne pas et s'engager à le changer. Le premier te maintient dans l'immobilisme, le second t'oblige à grandir. La plainte perpétue l'inconfort, l'action le dissout. Lorsque l'inconfort surgit, tu peux choisir, devenir l'écho de tes frustrations ou l'architecte de solutions. Le muscle de la résilience se renforce à chaque décision d'agir, malgré l'adversité. Non par la répétition de ce qui manque ou de ce qui fait mal. Imagine une situation quotidienne. L'ambiance au travail est toxique. Les collègues se plaignent. Le chef ne reconnaît pas les efforts. La réaction instinctive est de rejoindre le cœur des lamentations. Mais que se passe-t-il si, au lieu d'ajouter du bruit, tu introduis une action, un petit changement? Améliorer ta performance, proposer une solution, partir à la recherche de nouvelles opportunités. L'environnement peut rester le même, mais toi, tu n'es déjà plus le même. Tu as repris ton pouvoir, tu as cessé d'être l'otage des circonstances. Il ne s'agit pas de nier l'inconfort, ni de prétendre que tout va bien. Il s'agit de prendre la douleur et de la transformer en moteur. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la façon dont tu y réagis, écrivait Épictète. La plainte se nourrit d'impuissance, l'action de but. Chaque fois que tu choisis d'agir au lieu de te plaindre, tu cultives une présence qui impose respect et calme. Non pas parce que tu ignores les problèmes, mais parce que tu montres que tu es plus grand qu'eux. L'action résolue est la réponse mature à l'adversité. C'est le geste silencieux qui transforme l'atmosphère, l'attitude qui inspire sans un mot. Tu n'as pas besoin de proclamer ta force, tu la montres à chaque pas que tu fais vers l'avant, même lorsque le chemin est incertain. Ainsi, ta présence devient inébranlable, non par absence de difficultés, mais par la fermeté avec laquelle tu choisis de les affronter. Remplacer la plainte par l'action est le point de bascule. C'est le moment où tu cesses d'attendre et commences à diriger. D'abord ta vie, puis ton entourage. La plainte est facile, l'action est exigeante. Mais l'action construit, l'action te transforme. Point numéro 12. Assumer l'entière responsabilité de son propre destin. Les décisions quotidiennes déterminent la direction. Il n'y a pas d'intervention extérieure qui garantisse le résultat. Chaque action, chaque omission s'accumule. Celui qui observe sa vie comme une suite de causes et d'effets, sans chercher de coupable ni d'excuses, voit clairement l'impact de ses choix. La responsabilité totale n'est pas un idéal abstrait. C'est un exercice constant, tangible, qui se manifeste dans la manière dont on répond aux erreurs et aux opportunités. Quand quelqu'un admet que tout ce qui se produit sur son chemin est lié à ses propres mouvements, la marge de contrôle s'élargit. Il n'y a plus de place pour la plainte ni pour la résignation. L'attention se porte alors sur ce qui peut réellement être modifié. L'attitude, la réaction, la prochaine étape. La distraction de blâmer les autres disparaît, le bruit mental diminue. Le résultat, c'est un esprit sobre, moins vulnérable à la frustration ou au ressentiment. Cela se remarque dans les détails. La façon d'affronter un conflit, la réaction face à l'adversité, la disposition à corriger la trajectoire en silence. Celui qui intègre ce principe accepte que le destin n'est pas une force étrangère, mais une conséquence directe de ses propres décisions. Le sentiment de contrôle est réel, mais la charge l'est aussi. Savoir que chaque pas compte, qu'il n'existe aucun filet de sécurité en dehors de soi-même.
Dans ce contexte, la résilience n'est pas une résistance passive, mais une adaptation active. On apprend à lire la réalité sans phare, à identifier des possibilités dans l'étroite marge de ce qui dépend de soi. La présence devient ferme, car on n'attend rien du hasard ni de faveur extérieure. Chaque moment est une occasion de faire preuve de maîtrise de soi et d'avancer, même si l'environnement n'est pas favorable. Assumer l'entière responsabilité est une frontière. Derrière elle, la plainte et la victimisation perdent tout leur sens. Ce qui reste, c'est la liberté d'agir et le poids inévitable des conséquences. 13e point. Garder une intégrité et un contrôle de soi absolu, même sous une pression extrême. Tout le monde a une limite, un seuil où le caractère commence à se fissurer et où les failles révèlent ce qui se cache réellement sous la façade. La pression révèle la vérité. Quand tout est en jeu, quand l'environnement exige des réactions viscérales, quand l'adrénaline et la peur s'emparent du corps, c'est là que commence la véritable épreuve de l'autocontrôle. Il n'y a plus de place pour les excuses, pas d'espace pour les justifications. Il ne reste que ce que tu es, mis à nu sous le poids de la situation. Pense aux fois où tu as vu quelqu'un céder, cris, insultes, décisions impulsives, trahisons petites ou grandes, toutes nées dans ces secondes où la pression écrase la volonté. L'autocontrôle n'est pas une posture pour les jours faciles, c'est la discipline brutale de ne rien laisser, pas même la douleur ou la colère, dicter tes actions. L'intégrité n'est pas un joli mot, c'est une exigence. Quand personne ne regarde, quand tout brûle, qui es-tu à cet instant? Celui qui trahit son code pour chercher un soulagement immédiat, ou celui qui encaisse le coup et reste droit, même si cela fait mal? La pression extrême est le filtre ultime. Les masques tombent. La peur, la colère, le désespoir essaient de prendre le contrôle. Le corps réclame de réagir, de crier, de fuir, de céder à l'impulsion la plus primaire. Mais l'esprit fort ordonne « non ». Tu ne céderas pas au chaos. Tu ne seras pas l'esclave de tes émotions, ni de l'hostilité des autres, ni de l'injustice. Tu tiendras bon. Tu le feras parce que tu sais que si tu perds le contrôle une seule fois, si tu t'accordes un seul moment de faiblesse, la fissure grandira. Aujourd'hui, c'est un cri, demain une trahison, après-demain la ruine. L'intégrité absolue implique que tu ne t'accordes aucun raccourci. Quand tout ton être réclame vengeance, ton esprit exige la justice. Quand tout ton entourage exige que tu sacrifies ta parole, tu la maintiens même si tu es seul. Quand la pression t'accule, tu choisis l'action juste même si personne ne le remarque, même si cela fait mal, même si tu perds. Parce que tu comprends que c'est dans ce feu, dans cet instant brutal, que se forge la présence qui impose le respect. Non par la peur, mais parce que ton autocontrôle est inébranlable et les autres le sentent. Ils savent que tu ne plieras pas, qu'il n'y a pas de chantage émotionnel, qu'aucune pression n'est suffisante pour briser ton code. La plupart se brisent avant la fin. La plupart cherchent la solution facile, l'excuse, le soulagement immédiat. Ils ne supportent pas le poids de la cohérence sous pression. Mais si tu veux un esprit fort, si tu veux que ta présence apaise et ordonne même dans le chaos, tu dois accepter le prix, renoncer au confort de perdre le contrôle. Renoncer au plaisir de la colère, au soulagement de la plainte, au réconfort de l'apitoiement. Il n'y aura pas d'applaudissements, il n'y aura pas de compréhension, il n'y aura que toi, observant si tu es capable de maintenir ton intégrité quand tout ce que tu aimes est en jeu. Il y aura des nuits où tu te demanderas si cela en valait la peine. Des jours où la douleur de tenir ta parole pèsera plus que n'importe quelle récompense. Mais c'est seulement ainsi que se construit un esprit qui ne se brise pas, une présence qui impose le respect sans